Salut les amis, une petite vidéo pour vous parler d'actu, pour vous parler aussi des Vikings en Bretagne, et puis pour vous parler de la nouvelle version de Notre-Dame d'Odin, Esclave Viking contre Dinard. Donc voilà, à l'occasion de la nouvelle version de ce livre, hein, vous savez que c'est un de mes livres phares, Notre-Dame d'Odin, voilà, je voulais vous parler des Vikings en Bretagne. Parce que l'année dernière, je suis parti en Bretagne, dans la partie nord, hein, sur la côte de Granit Rose. C'est vraiment une région qui est magnifique. Et j'ai visité un certain nombre de lieux, dont la cathédrale de Tréguier. Et bien figurez-vous que la cathédrale de Tréguier, elle est dédiée au viking Hasting. Voilà, le fameux Hasting, hein, donc... Je vous rappelle que j'ai sorti ma première BD. Alors, je ne suis pas dessinateur, hein, je le rappelle. Moi, je suis historien, entre autres. Et c'est moi qui ai fait le scénario. Hasting, le viking gaulois. C'est du super lourd, cette BD. Voilà, le truc, c'est vraiment se réinformer, s'instruire en s'amusant. Retrouver la véritable histoire. Retrouver sa véritable identité spirituelle. Retrouver sa véritable identité tout court. Les Vikings en Bretagne, oui les amis, je répète, hein, cette cathédrale que vous voyez ici, elle a deux tours majeures, et il y en a une, c'est la tour Hasting. Alors cette cathédrale, c'est peut-être la plus belle de Bretagne, hein. Franchement, elle est majestueuse, il y a plein de symboles païens partout, elle est vraiment très très belle. Pas aussi gigantesque que les grosses cathédrales de Paris, de Chartres et compagnie, mais... elle est vraiment majestueuse. Je vais vous montrer tout de suite donc la tour Hasting. La tour Hasting, voilà, je la remonte. Toc, voilà, impeccable. Tiens, en plein écran. Allez, plein écran, j'ai dit. Voilà. Et bah, c'est celle qui est tout à droite là. Vous voyez, il y a deux tours. Enfin, ça fait comme trois tours avec la partie du milieu là. Donc, vous avez la flèche à gauche, voilà, et ben, la partie du milieu. Et donc, tout à droite, c'est la tour Hasting. Bon, voilà, c'est quand même marrant. C'est quand même une grosse corne dans le derrière de l'histoire officielle. Parce que, comment allez-vous expliquer... Je me débat avec ça, voilà. Comment est-ce qu'ils vont nous expliquer que... comment pourrait-il nous expliquer que, selon la définition officielle du viking, à savoir que c'est un pillard scandinave, donc en gros un étranger avec qui on n'a rien à voir, qui vient chez nous, qui pille et qui viole nos femmes, comment expliquer qu'on lui a dédicacé une des plus belles églises de Bretagne? Expliquez-moi ça. Ça tient pas debout. La définition du viking, elle est fallacieuse aujourd'hui. De toute façon, il y a tellement de choses corrompues et fallacieuses. Le viking, sa vraie définition, c'est que c'est un insoumis à l'Empire en exil qui va retourner sur ses terres pour récupérer les territoires qu'il avait dû déserter. Voilà. Et un viking, c'est avant tout un guerrier spirituel. C'est un être d'esprit. C'est quelqu'un qui a renoncé à des avantages matériels ou un certain confort, à savoir la soumission à Carolus et aux Carolingiens, pour ses valeurs, pour ses dieux, pour ses idéaux. Et donc voilà, comment expliquer ça? Alors si vous demandez sur place, évidemment, ils vont vous raconter une histoire qui n'est pas très crédible. Ils vont vous dire que c'est une erreur, que bon... ils se sont plantés, ils savent pas trop pourquoi en fait. Enfin, ils savent pas comment l'expliquer, ça les embarrasse. Mais c'est bien reconnu que c'est bien le nom de Hasting le Viking qui est le nom de cette tour. Donc, ça veut dire quoi par rapport à l'histoire officielle? Soit ça veut dire que les Bretons étaient des Vikings, soit les Vikings étaient... soit les Bretons étaient des pillards comme les Vikings, mais bon, ça m'étonnerait. Bref, l'histoire officielle, elle tient pas debout. C'est évident parce que pourquoi les Bretons auraient donc dédicacé leur plus belle cathédrale à des pillards qui seraient venus les violer?
Bon, déjà, on sait que dans l'histoire, les Vikings étaient alliés aux Bretons. Donc déjà, c'est la première chose. Les Vikings n'ont pas eu à reconquérir la Bretagne, mais les Bretons leur ont quand même dédié une de leurs tours à un Viking. Donc, c'est bien la preuve que les Vikings, c'était des gens justes, des gens très spirituels, avec une religion très forte. Pour moi, c'est la vraie religion hein, qu'on nous cache actuellement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, je prépare justement une vidéo plus complète sur la Bretagne viking. Donc j'aurai le temps de vous montrer tout ça plus en détail. La Bretagne viking, il y a vraiment des choses hyper intéressantes à dire là-dessus. Mais donc voilà, on est dans un monde corrompu et aujourd'hui la religion officielle, on va en parler un petit peu, je vais vous montrer ça. Voilà, la religion officielle, ça ressemble plutôt à ça. Vous voyez là, on est dans une église. On voit pas bien là, je vais essayer de mettre ça en plein écran. Donc moi, vous savez, dans le code des pyramides, je fais la quête de la vérité. Je fais la quête du pouvoir des dieux. Bref, je fais une quête spirituelle. Bon, bah aujourd'hui, dans les églises, il y a aussi des quêtes. Hein. Vous savez, c'est la quête du prêtre qui veut ramasser toutes les pièces. Bon, bah voilà, ils sont passés... ils sont modernes, hein, ils sont passés à la quête électronique maintenant. Donc, ça là-dessus, il n'y a pas de problème pour faire de l'argent. Ils savent se mettre à jour. Et donc, voilà, c'est la quête du rat, quoi. Hein, c'est le racket. Hein, voilà, moi, je suis dans une quête spirituelle. Bon, aujourd'hui, la religion romaine, c'est toujours la même quête. Hein, c'est la quête de l'argent, du pognon. Donc, c'est le rat en quête. C'est le racket. Voilà, la quête du rat. Moi, je suis dans une quête spirituelle. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu... Ouais, parce que dis donc... bon, là, je suis en impro total. Hein, donc, je vous ai pas beaucoup parlé, du coup, de l'événement, de la nouveauté. Et je rappelle qu'ensuite, on va parler vite fait des dernières nouvelles, de l'actu. Il y a eu encore des dégradations au niveau des églises, etc. et du patrimoine européen. Donc, on parle d'abord vite fait de Notre-Dame d'Odin, la dernière version, Esclave Viking contre Dinard. Et donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu en fait faire une nouvelle version. Et pour ça, bah, je vais vous montrer un petit peu le contenu de mon livre, de cette dernière version donc, de Notre-Dame d'Odin, qui est mon livre phare. Tac tac, est-ce que j'y arrive? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, on y arrive. Ouais, en fait, j'ai fait une nouvelle version, donc, parce que l'historien... décidément, excusez-moi, là, c'est le problème du direct. C'est que parler et en même temps gérer, voilà, c'est pas évident. Donc, l'historien doit rechercher la vérité, et son travail est celui d'un enquêteur, d'un journaliste d'investigation. Moi, c'est ça que je fais, hein, c'est de l'investigation. Et en tout cas, c'est la définition qu'en avaient donnée les philosophes grecs. Donc c'est dans cette optique que j'ai toujours continué à chercher, continué à travailler. Et donc, ce faisant, bah, mes idées, elles ont évolué. Forcément, j'ai affûté mes idées, et même si la trame de fond, je vous rassure, est toujours la même, hein, attention, hein, j'ai pas changé l'architecture du bouquin, par exemple. Mais il y a certaines choses que je tenais à corriger, il y a eu certaines erreurs de jugement. Comme tout historien en recherche, j'ai été un petit peu trompé par des historiens manipulateurs qui veulent vous emmener sur des chemins qui sont vaseux. Donc voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, mais il y a des choses importantes quand même. Pour certains, peut-être, ils vont trouver ça vachement important. Mais voilà, je tenais à rectifier. Donc cette version annule et remplace toutes les versions précédentes. C'était important, voilà, de le faire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre pour vous montrer un petit peu le contenu du bouquin. Voilà. Tac, tac. Donc, j'ai pas changé l'architecture du livre. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, si vous avez la première version.
on parle toujours au départ de ce que c'est que l'architecture et comment les livres de pierre sont les seuls témoins d'époque fiables et comment c'est important de savoir déjà repérer les techniques de construction, si je peux dire, la technologie d'architecture, comprendre le langage symbolique. Ensuite, je vous amène sur le début de l'histoire de France et de l'Europe, à savoir l'invasion romaine esclavagiste, donc on est à l'époque de César. C'est vraiment un livre qui est très complet. Si vous voulez avoir une vraie vision d'ensemble de notre histoire, ce livre il est vraiment idéal. Donc on montre la traite, il y a eu des Gaulois qui ont été mis en esclavage par César, comment l'esclavagisme arrive par les Romains, et puis ensuite je vous parle de la reconquête druido-odinique. Donc on parle déjà là d'une première fuite, une première exil plus exactement, premier exil des Odiniques, des Celtes vers le nord, c'est-à-dire vers la Germanie, mais aussi vers l'Angleterre. Donc là on est vers l'ère, on est au début de notre ère. Et ensuite c'est barbare, parce que c'est comme ça que l'histoire officielle les appelle, pour nous tromper encore une fois. En fait, ces Odiniques vont revenir donc du nord de l'Europe vers le sud, donc vers la Gaule, vont reconquérir la Gaule, entre autres. Ça, c'est Montesquieu aussi qui le dit. Et c'est déjà un premier phénomène migratoire important que Montesquieu, effectivement, il nous le raconte aussi, il fait le parallèle entre ça et les invasions vikings. Pour lui, c'est la même chose et il a raison. C'est toujours cette histoire des puissances d'argent drivées par Rome, l'Empire romain, et les dinars, la finance surtout islamique, puisque c'est de ça dont il s'agit pour la deuxième conquête romaine. La deuxième conquête romaine, donc, qui arrive à partir de 700, elle est financée par les dinars musulmans. Tout est bien expliqué, il y a des tas de preuves, on peut le dire maintenant, et en tout cas il y en a vraiment suffisamment, largement, comment la finance islamique a financé une fausse noblesse qui va accoucher donc de la dynastie des Carolingiens, roi usurpateur du trône de Gaule, comment les Bagaudes notamment, alors on parlait de la Bretagne viking, on va parler des Bagaudes, qui sont en fait, si vous voulez, des insoumis, mais qui ne sont pas en exil, qui restent sur place en Gaule. La Bretagne a toujours été le refuge de ces Bagaudes. Comment les Bagaudes, puis ensuite les Vikings, vont résister à cette mise au pas opérée par les Carolingiens, système de servage, expropriation, et puis religion nouvelle, lavage de cerveau obligatoire. Et comment donc les Vikings vont... un peu comme les barbares quelques siècles avant, vont venir reconquérir, relibérer à nouveau cette Gaule, ce qui est le cœur de l'Europe. C'est un phénomène européen aussi, ça faut bien le comprendre. À travers la Gaule, on raconte l'histoire de l'Europe. Et comment vous allez trouver des liens évidemment avec la Bretagne et Hastings, qui est vraiment le personnage principal, c'est le principal viking, j'invente rien, c'est écrit dans les vrais textes officiels. Et comment Ragnar... c'était finalement son père spirituel à Hastings, comment Ragnar avait démarré quelque chose et comment Hastings l'a brillamment conclu et a mené jusqu'à la victoire finale. Ensuite, on va parler, après cette victoire, on va parler de ce nouveau monde qu'ils vont installer et qui va se matérialiser par la construction de cathédrales. Voilà, donc des cathédrales odiniques qui vont naître un peu partout en Europe, mais surtout donc en Gaule, puisque c'est le cœur de l'Europe. Les secrets des Templiers, l'or, etc. Voilà, et puis il y a un truc que je parle jamais, c'est Charlotte Corday. Alors là, j'ai fait un saut temporel, donc on arrive carrément à la Révolution française avec Charlotte Corday. Charlotte Corday, c'est une pépite, j'ai toujours pas eu le temps de faire une vidéo. Mais c'était, pour moi, c'est la dernière Valkyrie, quoi, la dernière Valkyrie odinique. Une véritable héroïne
Charlotte Corday. Donc, on a ici une vision d'ensemble de la véritable histoire de l'Europe et de la France. Donc, dans Notre-Dame d'Odin, voilà la couverture, version esclave viking contre dinar. Donc, vous retrouvez ça sur espritviking.com en exclusivité. Il n'est pas sur Amazon, en tout cas pas pour l'instant. Donc, je vous rappelle que l'activité que j'exerce, elle doit être financée. J'ai besoin de manger comme tout le monde. Ça prend énormément de temps. C'est énormément de pression aussi. C'est des risques. Et donc, si vous pouvez acheter ces produits, vous allez vous enrichir intellectuellement, spirituellement. Et en même temps, vous allez permettre à cette chaîne de continuer le mieux possible. Tout ça, vous le retrouvez sur espritviking.com. On va maintenant passer à la dernière partie de cette émission, de cette agence Gaule Press. Totalement improvisée, parce que je n'ai plus le temps. Je travaille énormément sur le code des pyramides numéro 2, vous le savez, qui va être, en toute modestie, ça va être exceptionnel, ça va être vraiment incroyable. On y va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Eh bien, il y a eu un incendie à la bourse de Copenhague. Un bâtiment historique du XVIIe siècle a brûlé. Donc là, c'était au moment de l'incendie. On nous dit que l'incendie était sous contrôle. C'était le 16 avril dernier. La flèche emblématique de l'édifice de 54 mètres de hauteur s'est effondrée dans le brasier. Donc là, ce qui est tout de suite très intéressant, c'est de voir que cette flèche, encore une flèche qui brûle, ça nous rappelle évidemment celle de Notre-Dame de Paris. Cette flèche, elle fait 54 mètres de hauteur. Donc 54 mètres, tout de suite maintenant, il faut que vous ayez le réflexe. C'est 5 plus 4. 54, ça fait 9. C'est un nombre de 9. C'est aussi 9 fois 6, puisque dès que le multiple de 9 a cette propriété que quand vous faites sa réduction, vous additionnez les deux chiffres, vous obtenez encore 9. Donc là, on voit que cette flèche avec sa hauteur a été faite par un architecte qui était initié au code et qui a inclus le nombre 9 donc, dans sa hauteur à cette flèche. Alors c'était une flèche très atypique, j'ai regardé comme ça, j'ai pas eu le temps d'étudier cette cathédrale ni l'histoire qui peut être reliée à cette cathédrale, mais elle est très atypique parce qu'elle était faite avec des queues de serpent qui s'enroulaient les unes aux autres. Flèche du XVIIe siècle, donc on n'est pas non plus sur une destruction aussi importante que celle de Notre-Dame de Paris, qui elle date du XIIe, on peut pas comparer quand même en termes de prestige et même de valeur Notre-Dame de Paris et cette flèche qui n'est finalement que la flèche de l'ancienne bourse, la bourse historique, on n'est même pas sur une cathédrale. Mais bon, c'est important à savoir quand même, et ces 54 mètres sont très intéressants. Ensuite, deuxième fait d'actu. Voilà. Tac. Des vestiges gallo-romains détruits à Annecy en faveur de la construction d'un chantier immobilier. Aucune fouille n'a été effectuée au préalable et c'est ce que reprochent les riverains, les archéologues à la mairie. Cette zone sur laquelle auraient dû se trouver des vestiges gallo-romains cédera donc sa place à 15 nouveaux logements. La commune est riche d'un passé gallo-romain. J'ai dit gallo-germain ou quoi ? Gallo-romain. Je sais plus. Donc cette commune est riche d'un patrimoine gallo-romain. Elle a même développé un tourisme culturel là-dessus, avec beaucoup de vestiges. Voilà. Donc encore une destruction archéologique. Il y a eu les menhirs de Carnac aussi, vous vous rappelez, c'était l'année dernière. Il y a eu encore, même à Notre-Dame de Paris, ils se sont permis de creuser sans faire des fouilles. Donc le pouvoir actuel n'a aucun respect pour le passé, vous vous en doutez. Lisez Notre-Dame d'Odin si vous voulez mieux comprendre. Regardez le code des pyramides, vous allez comprendre. Les monuments historiques et puis l'archéologie, tout ça, c'est un livre, c'est le livre de la vérité sur qui on est, d'où on vient, sur notre vraie spiritualité. Et tout ça, c'est
C'est la clé de l'émancipation. Parce que l'émancipation, elle viendra de l'esprit. Tout vient de l'esprit, tout est lié à l'esprit. C'est pour ça que cette chaîne, historiquement, elle s'appelle Esprit Viking, même si j'ai rebaptisé Pagan TV. Et donc, tout vient de l'esprit. L'esprit est extrêmement puissant. Et donc, ils font une chasse à l'esprit, à tout ce qui est spirituel. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette petite émission préparée à la va-vite et improvisée. Je vous donne donc rendez-vous bientôt sur Pagan TV ou sur Pagan TV 2. Tout ça, tout ce qui est intéressant donc, se trouve sur espritviking.com, la BD Notre-Dame d'Odin, et puis les bijoux en argent aussi. Voilà, sachez que tout ça, c'est de l'argent bien investi. Ça me permet de faire ce fabuleux travail, très difficile, mais incroyablement passionnant, ce travail très spirituel. Eh bien, merci à vous tous. Donc, c'était Oleg pour la vérité et la justice. À la prochaine.